Bonjour Nice. Euh, la médecine en Égypte d'aujourd'hui est un peu différente de la médecine, bien sûr, dans l'Égypte pharaonique. Au début de l'égyptologie, les historiens, les archéologues, les égyptologues ont cru que la médecine égyptienne ancienne était du charlatanisme. Mais en fait, au fur et à mesure que l'égyptologie avançait, nous avons découvert que c'était une vraie médecine dans l'Égypte ancienne. Nous avons découvert des prescriptions médicales égyptiennes anciennes. Nous avons découvert que les médecins égyptiens anciens avaient des spécialités. Donc il y avait des médecins euh, dentistes, il y avait des médecins euh, euh, gynécologues, il y avait des médecins orthopédistes. Et, euh, et, euh, et ils étaient tellement doués que parmi les conditions des accords de paix signés entre Ramsès II et son ennemi en Asie mineure, parmi les conditions les plus importantes, tu m'envoies chaque année des médecins égyptiens pour soigner ma famille en Asie mineure. C'était l'empire hittite après la bataille de Kadesh, la signature des accords de paix, tellement la réputation des médecins égyptiens anciens était importante. Donc, sur les prescriptions médicales égyptiennes anciennes, on trouvait une phrase sur trois. Soit il était écrit, c'est une maladie que je connais et que je pourrais guérir, ou c'est une maladie que je connais et que je ne pourrais pas guérir. Et la troisième phrase, ou la troisième éventualité, c'était c'est une maladie que je ne connais pas et que je ne pourrais pas guérir. Comme si c'était un contrat signé entre le médecin et le patient. Et après, il y a ce qui lui prescrit dans ses prescriptions médicales. Euh, et il y avait des matériaux qu'ils importaient pour soigner et des matériaux locaux, enfin des molécules locales. En matière de chimie, on n'a pas encore déchiffré leur équation chimique, on n'a pas encore déchiffré leur connaissance chimique. On a trouvé des documents qu'on soupçonne être des molécules chimiques, mais qui n'ont pas encore été déchiffrés. Je vous donne un exemple. Eux, dans leurs mathématiques, pour écrire le chiffre un demi ou trois quarts, c'était les fragments de l'œil d'un faucon. Donc, dans les légendes égyptiennes anciennes, pendant la guerre qui a éclaté entre le bien et le mal, entre Horus et Seth, le dieu Horus, il a arraché l'œil, le dieu Seth, il a arraché l'œil du faucon Horus, et il a jeté l'œil très loin. L'œil est tombé par terre, ça s'est cassé en deux. Donc, un fragment de l'œil, c'est la fraction un demi. Et puis l'autre moitié s'est cassée en deux, un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième, un soixante-quatrième. Et c'est pourquoi sur la momie de Toutankhamon, on a trouvé un œil avec six pierres semi-précieuses. Ce sont les six fractions qui symbolisaient les fragments de l'œil, un demi, un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième, un soixante-quatrième. Et dans des papyrus mathématiques, dans des papyries mathématiques, euh, il y avait des opérations de multiplication et de division, de fraction. Et c'était des fragments de l'œil. Donc, et ça a pris 80 ans de déchiffrement. Imaginez le temps nécessaire pour arriver à déchiffrer des équations chimiques, comment on écrivait CO2 dans l'Égypte ancienne, comment on écrivait carbonate de sodium, ou quelles étaient leurs façons d'écrire les molécules. Ça, on ne le sait pas encore, mais on a trouvé beaucoup de textes qu'on soupçonne être des textes chimiques. Donc ça reste parmi les secrets qui ne sont pas encore déchiffrés. Euh, dans l'Égypte ancienne aussi, l'enseignement des enfants était sur des... Ça dépendait des classes sociales, mais aussi des régions et du contexte et de l'époque. En fait, la formule la plus connue dans l'Égypte ancienne, c'était les écoles de vie ou les maisons de la vie. Donc, dans chaque village égyptien ancien, il y avait ce qu'on appelle une maison de vie. Et dans la maison de la vie, ils n'apprenaient pas forcément à écrire, parce que l'écriture et la lecture, c'était dans une certaine classe sociale égyptienne ancienne. Mais à l'école de la vie, ils apprenaient sûrement les principes de la vie, comment le monde a été créé, les légendes fondatrices de la civilisation,
le respect des animaux, le respect de la nature, l'interdiction de polluer le Nil, les religions, le respect des religions des autres, le respect des cultes des autres, les différents clergés, l'importance du roi, le système de gouvernement du pays. Donc les enfants, ils apprenaient, et surtout le premier principe enseigné dans une école égyptienne ancienne, c'était le principe du math. Le math, c'est le principe absolu, c'est l'harmonie universelle. Et l'harmonie universelle passait devant la justice, avant la justice. Euh, c'est quoi l'harmonie? En fait, t'as pas, par exemple, pour un architecte, tu dois respecter l'harmonie universelle en construisant un bâtiment. Donc, tu n'as pas le droit de construire un bâtiment moche. Tu dois respecter l'harmonie universelle en traitant tes voisins. Tu dois respecter l'harmonie universelle en ne pas polluant le Nil. Tu dois respecter l'harmonie universelle dans un jugement. Par exemple, lors du jugement dernier, le principe du math, c'est de ne pas juger tes actes, c'est de juger tes intentions. Un exemple très bête, très simple. Quelqu'un qui a voulu faire du bien à ses enfants, mais en voulant leur faire du bien, il leur a fait très mal. Et ses enfants sont là à le regarder, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Si on le juge par la justice, il ira en enfer parce que il leur a fait mal. Mais si on applique le principe du math, l'harmonie universelle, on va juger ses intentions. Son intention était de leur faire du bien. Il ira au paradis même s'il leur a fait du mal. Ça, c'est un exemple simple de l'importance du math, le principe de la justice. C'est ce qu'on a enseigné, enfin de l'harmonie universelle. Cette plume qui était lors du jugement dernier pesée contre le cœur, c'est pas la justice, c'est l'harmonie universelle. Et c'est la première chose qu'on a enseignée aux enfants. Donc imaginez un peuple dont les enfants étaient élevés euh, euh, dans le respect du math, de l'harmonie universelle. Euh, et puis, il y avait d'autres écoles plus sophistiquées qu'on appelle l'école du Cap. L'école du Cap, c'était des écoles où on apprenait bien sûr à lire et à écrire, mais aussi on était initié dans plusieurs domaines, dans le domaine des astres, comment on calcule le calendrier, pourquoi est-ce que l'année commence le 23 juillet avec le signe lion, que les Grecs ont appelé canicula, et jusqu'à maintenant on dit la canicule est arrivée. Pourquoi est-ce qu'il y a 24 heures par jour dans l'Égypte ancienne? Il y avait 24 heures par jour. Pourquoi 24 heures? Pourquoi pas 20 ou 30? C'est le nombre des 24 constellations qui ont été assignées à l'Égypte par les prêtres guetteurs des étoiles, les prêtres qui surveillaient la route céleste. Euh, et euh, sur les 24 heures du jour et de la nuit, il y avait les 12 heures de la nuit. Ce sont les 12 signes zodiaques connus actuellement parce que c'est le trajet que traverse le soleil entre le coucher et le lever. Jusqu'à maintenant, les signes astrologiques sont suivis. Jusqu'à maintenant, les 24 heures sont respectées. On dit 19 heures, 23 heures. On marche dans les pas de l'Égypte ancienne sans le savoir. Même quand on dit la canicule est arrivée, en fait, on prononce le signe lion, ou c'est en respect du signe lion qui était le premier signe de l'année pour les Égyptiens anciens. En ce moment, les enfants égyptiens sont, vont mieux que dans les années 60 et dans les années 50 et dans les années 40 parce qu'à partir de Nasser, une politique d'amélioration du système de soins médicaux a été adoptée et au fil des années, ça s'est amélioré. Maintenant, dans chaque village égyptien ancien, il y a tout à l'égout. Enfin, dans 99% des villages égyptiens anciens, il y a tout à l'égout. Et il y a de l'eau courante. Et il y a un dispensaire. Donc, pas forcément un hôpital ou une clinique très sophistiquée, mais il y a un dispensaire où il y a une infirmière qui fournit, par exemple, à une femme enceinte euh, les instructions nécessaires quand elle est la fille d'un paysan, les instructions nécessaires, qu'est-ce qu'elle doit faire, les règles d'hygiène, etc. Et qui aident à l'accouchement. Euh, à part ça, tout ce qui est moyen de contraception sont distribués grâce à ces dispensaires qu'on trouve dans les villages.
parce que à partir des années 70, le gouvernement égyptien a adopté une très grande propagande à la télé et à la radio pour convaincre les Égyptiens de diminuer les naissances, ce qui a fait baisser le nombre d'enfants par ménage de 4,8 à maintenant à 2,9 dans les villes et 3,2 dans la campagne. Et bien sûr, ces chiffres sont un peu approximatifs parce que en Égypte, le gouvernement ne laisse pas l'opportunité d'avoir accès aux statistiques. Sinon, euh, les, euh, euh, les enfants à l'école, ils ont vous savez, les vaccinations. Ils ont accès aux vaccins grâce à l'école parce que l'enseignement est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'à l'âge de 12 ans seulement. Mais c'est déjà ça. Pourtant, on estime à 30% le nombre d'enfants qui ne terminent pas jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, et, euh, et, et sinon, à partir de l'époque de Nasser aussi, les hôpitaux ont été ouverts gratuitement au peuple. Donc à l'époque de Nasser, tu pouvais aller à n'importe quel hôpital d'Égypte et dire je suis égyptien, là voilà ma carte d'identité, le voilà mon enfant, et te soigner gratuitement. Et le système marchait parce que Nasser était vivant. À l'époque de Sadat, c'est-à-dire dans les années 70, Nasser, c'est entre 1954 et 1970. Entre 1970 et 1981, c'était le président Sadat. Progressivement, ce système est devenu un peu symbolique, théorique, folklorique. Donc on va à l'hôpital public, si on a mal à la tête, on nous donne de l'aspirine, mal à l'estomac, de l'aspirine. Euh, et les gens ont commencé à aller progressivement vers les hôpitaux privés, mais à l'hôpital privé c'est cher et la médecine n'est pas forcément la meilleure malgré le fait que c'est cher. Et c'est par cette brèche que les islamistes ont pénétré. Donc à côté de chaque mosquée, en accord avec Sadat qui s'est servi des islamistes, euh, les, euh, à côté de chaque mosquée, il y en a par milliers partout en Égypte. Au Caire, tout seul, il y a 1000 mosquées avec minarets et des milliers et des milliers de salles de prière. Donc, à côté de chaque mosquée, il y a un dispensaire islamique où il y a un médecin compétent, pas cher et barbu, et une infirmière compétente, pas chère et voilée. Et soudain, à partir des années 80, à cause de cette politique du président Sadat, euh, le voile s'est propagé et les hommes barbus se sont multipliés. Mais le peuple a profité de ces dispensaires islamiques gratuits. À partir de l'époque de Moubarak, ça s'est accentué. Et, euh, et maintenant, on a un système de soins médicaux à 3 vitesses. Donc, il y a les hôpitaux publics, il y a les dispensaires islamiques et il y a les hôpitaux privés. Euh, et, et en plus, les gens qui ont les moyens voyagent en Europe pour se faire soigner. D'ailleurs, le président Moubarak, à la fin, après ses 30 ans de présidence, quand il est allé en Allemagne pour se faire soigner, les Égyptiens disaient entre eux, s'il avait fait de bons hôpitaux en Égypte, il ne serait pas parti en Allemagne pour se faire soigner, il aurait été bien soigné en Égypte. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons de la révolution 2011 contre le régime de Moubarak. En ce moment, on est dans une période transitoire, on est dans une époque où l'Égypte récupère un peu après la révolution. Donc l'État est en train de construire des hôpitaux, mais pas à la même vitesse que les naissances, parce qu'il y a une explosion démographique. Les Égyptiens sont au nombre de 104 millions d'habitants et le, le, le nombre d'enfants par an est un peu moins de 2 millions chaque année. Et le gouvernement doit suivre en construisant des écoles et en construisant des hôpitaux. Euh, euh, J'espère qu'ils vont parvenir à suivre le rythme très très accéléré de naissance
Donc on a besoin d'une deuxième propagande pour essayer de diminuer encore plus le nombre d'enfants par ménage. Sinon, en général, je pense qu'en Égypte, on a le meilleur taux ou un des meilleurs taux de, 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 de survie après la naissance pour les enfants. Euh, et euh, et concernant les villages, un des meilleurs taux dans le tiers-monde des, des villages qui ont accès à l'eau potable et à tout à l'égout, etc. On m'a dit que dans de grands pays, même en Europe, le nombre de villages qui ont accès à l'eau courante ou à tout à l'égout est moins important qu'en Égypte, ce qui est un bon signe et ça m'a surpris d'ailleurs. En tout cas, cela fut un plaisir de parler à vous. Je vous imagine à Nice en train de me regarder maintenant. Et, euh, et si jamais vous avez des questions, je serai très content de répondre à vos questions euh, via les organisateurs de la conférence ou du colloque. Et, euh, et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon colloque. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour les enfants et pour la médecine. Bonne journée.